Voilà, bonjour tout le monde. Bienvenue au Bain des Paquis. Dans le cadre de Philo au Bain, on a le grand plaisir d'accueillir Catherine Misselhorn, qui vient tout droit d'Allemagne pour nous parler d'intelligence artificielle, d'art, de l'un par rapport à l'autre. Peut-être juste avant de commencer, que vous soyez en ligne ou ici sur place, n'hésitez pas. L'idée, c'est que la parole tourne, donc vous avez envie d'interagir, de poser des questions, de réagir, levez la main et puis interroger ou réagir par rapport à notre invité du jour. Catherine, peut-être pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter? Oui, bien sûr. Je m'appelle Catherine Misselhorn. Je suis professeure de philosophie à l'université de Göttingen depuis 2019. Oui. Et avant, j'étais directrice de l'Institut de philosophie de Stuttgart. J'étais professeure de la philosophie de la technologie et de la science, de la théorie des sciences à Stuttgart. Donc, j'avais aussi passé quelques temps à Genève comme postdoc en 2007, l'été, les bains de Paquis, bien sûr, je connais très bien. Pour ça, au Centre des sciences affectives ici à Genève, surtout. Et en plus, je travaille sur la philosophie de l'intelligence artificielle et sur l'éthique des machines et des robots. Mais j'ai aussi travaillé sur l'esthétique, par exemple sur Mozilla, qui est aussi bien connu ici à Genève. Donc aujourd'hui, je vais parler sur l'intelligence artificielle et l'art. Mais est-ce de l'art? C'est le titre de ma présentation, une petite présentation d'abord, et ensuite la discussion. Oui, est-ce de l'art? Je vais commencer par intelligence artificielle. On entend par art de l'intelligence artificielle, on entend tout d'abord les formes d'art numérique, toute forme d'art numérique qui utilise des technologies d'intelligence artificielle comme moyen artistique, en particulier l'apprentissage automatique. Contrairement à l'art assisté par ordinateur, dans lequel les ordinateurs ne font que soutenir la création artistique humaine, l'art de l'intelligence artificielle dit génératif est un art créé de manière autonome par les programmes qui sont certes programmés par l'homme, mais dans la production de ces œuvres, l'homme ne joue aucun rôle ou seulement un rôle minime. C'est de cette forme d'art de l'intelligence artificielle dont on va parler aujourd'hui. Les premiers exemples d'art de l'intelligence artificielle générative ont été des œuvres générées par des réseaux adversaires génératifs, Generative Adversarial Networks, ou GANs, et cette forme d'apprentissage automatique typiquement non supervisé implique deux réseaux neuronaux. Le premier réseau est appelé générateur et est entraîné à générer des nouvelles données, et le second est appelé discriminateur. Il a pour tâche de comparer ces données à un ensemble de données, de formation données, et de décider si elles ont été générées par le générateur ou non. Ici, il y a des images des chiens là. Si une sortie est attribuée au générateur, elle est rejetée, sinon elle est déclarée valide. Au cours de ce processus répétitif, les performances du système augmentent constamment et le générateur commence généralement de manière aléatoire, mais devient toujours plus efficace pour produire une sortie supposée authentique, tandis que le discriminateur est de plus en plus capable de reconnaître les résultats produits par le générateur comme tels. Les deux modèles agissent donc comme antagonistes dont l'interaction conduit à la production des cas qui sont certes nouveaux, mais qui ressemblent tellement à l'ensemble des données d'apprentissage en ce qui concerne certains paramètres prédéfinis que le discriminateur ne
peut les distinguer des données initiales. La peinture de 70 par 70, ici. Une œuvre produite par ce procédé a été vendue aux enchères en 2018 par la maison Christie sous le titre Portrait of Edmond Bellamy, ce qui a attiré l'attention du public. Ce portrait est l'œuvre du collectif de l'art français Obvious, mais le groupe s'était librement servi d'un algorithme programmé par le jeune artiste américain Robbie Barra, sans le citer comme auteur. L'œuvre s'est vendue au prix de 432 500 US dollars, bien au-delà de son estimation de 7 000 ou 10 000 US dollars. Donc, ici, je vous montre une petite vidéo comme cette peinture s'est développée. Il y a plusieurs étapes, donc vous pouvez voir. Donc, la peinture de 70 par 70 cm dans un cadre doré et sculpté montre le portrait un peu flou d'un homme vêtu d'une jupe noire sur une chemise blanche dans le style de la peinture de portrait classique. Au lieu de la signature de l'artiste, une formule faisant partie de l'algorithme qui a permis d'obtenir le tableau est inscrite dans le coin inférieur droit de la toile. Le panneau d'information qui se trouvait à côté du tableau lors de l'annonce de la vente indiquait que la personne représentée était Edmond Bellamy. Sur le site web de Christie's, on peut lire que l'œuvre n'est pas le produit d'un esprit humain, mais a été créée par une intelligence artificielle. Mais si les images produites par une intelligence artificielle ne peuvent plus être distinguées des œuvres d'art créées par l'homme, ne devrait-on pas attribuer à une machine les mêmes capacités artistiques qu'à un être humain? Cette idée est également à la base de la tentative d'appliquer le test de Turing aux réalisations artistiques. Alan Turing, c'est le fondateur de la machine de Turing, c'est-à-dire du modèle mathématique d'un ordinateur numérique, a proposé un jeu d'imitation comme mesure de la capacité d'une machine à penser. Il repose sur l'idée qu'un ordinateur doit être considéré comme pensant s'il parvient à convaincre un partenaire d'interaction humain qu'il est un être humain dans un dialogue question-réponse. Le test de Turing exige donc une indiscernabilité entre l'homme et la machine en ce qui concerne leur comportement cognitif en matière de réponse. L'idée d'ajouter la dimension de la créativité au test de Turing n'est pas nouvelle donc. Elle remonte à Lady Ada Lovelace, une pionnière de l'informatique du XIXe siècle. Appliquée au domaine de l'art, on a proposé de modifier la situation de telle sorte que les hommes programment un ordinateur, mais que celui-ci crée de manière autonome des nouveaux artefacts reconnus par les membres du monde de l'art comme des œuvres d'art. Est-ce que c'est le cas? Dans cet extrait de vidéo tiré d'une documentaire d'art à l'occasion de la première de la 10e symphonie de Beethoven, achevée par une intelligence artificielle dont il n'existait jusqu'à présent que des fragments, le chef d'orchestre et professeur honoraire à l'Université technique de Munich, Felix Meyer, articule à quel point il est impatient de voir le résultat. Désolé. On ne peut pas l'écouter.
Il n'y a pas de son. Je ne sais pas pourquoi. Donc ça ne marche pas. Il n'y a pas de problème. On peut le regarder dans sa face, qu'il est très, très... Juste pour avoir une petite impression. Donc, c'est tout là. Okay. Et ici, c'est le moment à la fin de la documentation. On va regarder si ça marche. Ich muss leider so unhöflich sein und spontan sagen, dass es mich total langweilt, dieser Aufführung zuzuhören. Das ist Musik ohne jede Idee. Es ist unmöglich, dass eine KI Ideen hat, Ideen im menschlichen Sinne. Mein Kühlschrank hat nicht die Idee, dass er kühlt. Er kühlt Dinge, aber er hat keine Idee davon. Ok, donc il dit littéralement, je dois avouer que c'est pour moi une musique totalement dénuée de sens. Je dois malheureusement être assez impoli pour dire spontanément que je m'ennuie totalement à l'écoute de cette représentation. C'est une musique sans aucune idée. Fin de la citation. La question cruciale est donc de savoir s'il est possible pour des systèmes artificiels d'exprimer une idée et de devenir de l'art authentique, ou si cette capacité est obligatoirement liée à la subjectivité humaine. La possibilité de l'art de l'intelligence artificielle pourrait-elle nous obliger à renoncer à cette idée comme à une conception humaniste dépassée et à accepter une conception post-humaniste de la créativité artistique? Et qu'en est-il des œuvres créées par des humains à l'aide des générateurs d'images comme Midjourney, Stable Diffusion ou DALL-E, pour ne citer que les plus connus? Dans ces programmes qui reposent également en partie sur des GAN, mais peuvent également utiliser d'autres procédés, un être humain saisit une brève description linguistique de ce qui doit être représenté et l'intelligence artificielle produit ensuite l'image terminée sans que l'être humain n'ait encore à intervenir d'une quelconque manière. Comme la demande de saisie est également appelée prompt, on peut parler de l'art généré par prompt. Certaines images obtenues de cette manière peuvent se targuer d'avoir réussi à le test esthétique de Turing. Ainsi, à l'automne 2022, Jason Allen a présenté une image créée à l'aide d'un programme Midjourney lorsqu'un concours artistique organisé à l'occasion d'une fête populaire dans l'État américain du Colorado, dans la catégorie Digital Arts, et a remporté le premier prix. Bien que la mention via Midjourney a été inscrite sur l'image, le juge ne semble pas avoir réalisé qu'elle avait été créée par un logiciel capable de transformer en image des descriptions textuelles. Lorsqu'on a attiré leur attention sur ce point, ils se sont apparemment contentés de constater qu'une telle contribution n'était pas exclue par le règlement du concours, tandis que Allen lui-même parlait d'avoir ouvert la boîte de Pandore. La question de savoir s'il ne s'agissait pas en fin de compte d'une forme de fraude a fait l'objet d'un débat controversé sur Internet et dans des journaux. Contrairement à Allen, le photographe berlinois Boris Eldachsen n'a pas accepté un prix photographique au printemps 2023 parce qu'il avait présenté un travail généré par une intelligence artificielle. Même si la World Photography Organization lui a accordé la victoire même lorsqu'il l'a informé de l'origine de l'image,
il a refusé le prix en arguant que son véritable objectif n'était pas de remporter un prix par les moyens douteux, mais de lancer un débat sur ce que l'art et la photographie en particulier. En effet, l'image de deux femmes intitulée Pseudomygia, The Electrician, ressemble certes à une photographie, mais elle est entièrement inventée par une intelligence artificielle. Les deux femmes n'existent pas en réalité. Si l'on regarde attentivement les mains en forme de griffes, on peut encore déceler des défauts esthétiques dans cette image, mais cela n'a aucune importance pour l'objectif d'Eldaxen, qui est de poser la question du statut et de l'évaluation de la photographie d'intelligence artificielle, et donc logique de considérer son œuvre comme de l'art conceptuel. Donc je crois que ça, c'est de l'art conceptuel. Et que pensez-vous de cela? Qui connaît cette image? Une personne, donc vous vous taisez. A-t-elle été générée à l'aide d'une intelligence artificielle? Qui y croit? Donc, qui croit que ce n'est pas le cas? Donc, mais vous ne connaissez pas. Donc, ok. Merci beaucoup. Vous êtes de mon côté parce que c'est peut-être une déformation professionnelle, parce que je suis tellement impliquée dans l'art de l'intelligence artificielle, mais je dois moi-même avouer que j'ai récemment vu cette photo. C'est la photo nature de l'année, et que je me suis dit que c'était généré par une intelligence artificielle, c'est tout clair. Et avec quel simple prompt? L'ours polaire se repose sur la banquise. Haha. Jusqu'à ce que je lise que l'image avait été prise au pôle Nord avec beaucoup d'efforts après que l'équipe ait passé des semaines sur la piste de l'ours polaire. Si cette image avait été générée par une intelligence artificielle, elle aurait été, de mon point de vue, privée de son intérêt, qui réside aussi dans la préciosité d'un tel moment et dans la délicatesse nécessaire pour le capturer dans la réalité. Il s'agit de la fragile interaction entre l'homme et la nature telle qu'elle apparaît dans cette photographie qui est mise en jeu par la crise climatique. La question à laquelle nous confronte l'apparition massive de fake art généré par intelligence artificielle est de savoir si une pratique dans laquelle il n'est fondamentalement plus possible de savoir si quelque chose remplit ou non les conditions qu'elle exige, dans notre cas, s'il s'agit de l'art ou de faux art, peut perdurer. Donc, si vous voulez lire plus, c'est mon petit livre là. J'espère que vous lisez en allemand, donc. Mais j'ai aussi quelques publications en anglais. Magnifique, merci beaucoup Catherine pour ce début de cette présentation qui va ouvrir un peu sur la discussion. Alors je ne sais pas si vous voulez directement ouvrir, si vous avez des questions, réactions par rapport à ça, ou si c'est le cas, n'hésitez pas. Sinon on continue directement avec les réactions, enfin, mes questions, et on intègre vos questions au fur et à mesure. Voilà, vous avez amené pas mal de questions là-dedans, les distinctions finalement entre la création humaine, la création de la machine, les difficultés de distinguer l'un de l'autre, avec aussi toute la question de ce qui vient avant le résultat final dans la création, avec l'exemple de l'ours. Et finalement, une des questions qui ressort assez souvent par rapport à ces intelligences artificielles génératives, c'est est-ce qu'on peut vraiment parler d'originalité, de vrai processus de création? Certains répondent et certains disent, finalement, ça fait que concaténer, mettre ensemble des choses qui existent déjà de manière plus ou moins aléatoire, mais qui n'a pas de possibilité de générer du nouveau. Qu'est-ce que vous en pensez par ça? Très bonne question. Dans un certain sens, je pense que les systèmes peuvent créer du nouveau. Pourquoi? Parce que le résultat, même les programmateurs, ni les users peuvent prévoir le résultat. Donc,
personne ne sait exactement comment le portrait d'Edmond Bellamy, comment les résultats vont apparaître. Et ils ne peuvent pas le contrôler dès du moment que le programme a commencé de travailler. Donc, je crois que oui, c'est nouveau dans un certain sens. Donc, est-ce un nouveau type de l'art? C'est autre question, parce que dans le domaine de l'art, on ne veut pas seulement savoir si c'est nouveau. Oui, je crois que le résultat, c'est nouveau, parce qu'il n'y a pas de peinture qui ressemble à ce résultat exactement. Donc, c'est nouveau. Et pour cette raison, je pense que dans un certain sens, les machines peuvent agir. Ils peuvent prendre même des décisions formelles. Disons, par exemple, est-ce que Edmond Bellamy va porter une chemise blanche ou rouge peut-être? Ça, c'est quelque chose que, dans un sens, le système décide. Mais quand même, c'est tout clair que ça ressemble des types de portraits qui existent déjà. Donc, ce n'est pas un nouveau style de l'art ou quelque chose comme ça. Donc, il y a d'autres exemples qui ont plutôt l'idée d'un autre système qui s'appelle CAN. Donc, un apprentissage machinel qui a l'idée de produire des nouveaux types d'art. Finalement, je crois que ce n'est pas nouveau quand même. J'ai aussi quelques exemples de ça. Et les résultats, par exemple, sont tout proches du travail de Mark Rothko ou Gerhard Richter ou d'autres artistes plus récemment. Donc, le créateur de ce programme, il dit que le programme a réalisé que l'art se développe en direction plutôt abstraite. Donc, ce sont des peintures abstraites. Mais je crois qu'on peut réaliser que c'est une faiblesse parce que, bien sûr, il y a aussi de l'art figuratif actuel, disons, ou dans le XXe siècle, comme Werner Tübke. C'était une peinture de la DDR, dans l'Allemagne de l'Est. À l'époque, c'était toujours séparé. Il a fait des peintures figuratives, mais avec, bien sûr, une expression tout différente. Donc, je pense que c'est vrai, dans un sens, il y a des résultats nouveaux, mais je ne crois pas qu'il y a des styles, des arts nouveaux. Pourquoi ça? Parce que je pense que l'histoire des styles, c'est une histoire des problèmes esthétiques. Les gens, on avait des idées, les artistes veulent montrer certaines choses, faire certaines choses. Et je crois que l'évolution de ces idées ont aussi créé des styles nouveaux. Et pour ça, c'est la solution d'un problème artistique. Et je crois que ça, c'est ce que les systèmes artificiels ne peuvent pas. Ils ne sont pas dans cette manière capables de se poser des problèmes artistiques ou esthétiques et trouver des nouvelles solutions à ces problèmes. Oui, pour ça, pour le moment. Je reste à ça. Pour le moment, mais ça veut dire que... qu'on peut comprendre mon français. N'hésitez pas, en tout cas, de mon côté, c'est tout à fait clair. Pour le moment, c'est ce que j'entends. Après, c'est vrai, personne ne sait lire l'avenir, mais c'est pas non plus exclu qu'à l'avenir, ces machines soient capables de créer des productions originales, nouvelles, un nouveau style artistique. Voilà, c'est une très bonne question parce que je pense, oui, personne ne sait le futur, mais on peut dire qu'avec les moyens qui sont disponibles maintenant, c'est-à-dire pas seulement les programmes ou les algorithmes qu'on a aujourd'hui, mais je crois qu'on est toujours contraint des limites de la machine Turing parce que c'est les modèles mathématiques. Et donc, je crois qu'avec ces modèles, il y a ces limites.
En plus, je crois que l'art, ce n'est pas seulement, disons, je crois que l'art, disons dans un sens, ce n'est pas seulement créer des nouveaux résultats, mais d'exprimer une idée. Et je crois que ça, c'est disons, un contenu. Moi, j'appelle l'idée un contenu du second ordre parce que ce n'est pas seulement l'objet physique, mais c'est, disons, quelque chose qui est incorporé dans l'objet physique, mais c'est plus. Et on peut voir ça, et je crois que c'est important comme étape artistique, les ready-mades. Disons, Duchamp, le Fountain, c'était un pissoir, simplement, avec une signature art.mat qui a été exposée au musée. Et c'était l'idée là qui compte, pas seulement l'objet physique. Donc, le pissoir, c'est le même pissoir qui est les pissoirs qu'on trouve dans les salles de bain. Une idée semblable a été réalisée par Andy Warhol, les ready-made, par exemple Brillo Box. C'était dans les années 60 du XXe siècle. C'était une reproduction exacte d'un carton qui a été de la firme de l'entreprise Brillo qui produisait des trucs par la vaisselle. Donc, et l'idée est ici que tout objet peut être une œuvre d'art. Donc, c'est pas l'apparence physique forcément qui est responsable pour ce statut d'être une œuvre d'art, mais c'est l'idée qui a été exprimée. Et l'idée dépend d'une certaine situation dans l'histoire de l'art. Par exemple, je crois que 100 ans plus tôt, il était impossible de créer une telle œuvre d'art, disons. Mais à l'époque, il y avait une discussion, il y avait des problèmes esthétiques pour lesquels c'était la solution, disons. Mais cet contenu ou ce contenu de l'ordre second, ça, c'est quelque chose qui dépend de la subjectivité humaine, donc. Et je pense que ça, c'est typique pour des systèmes artificiels qu'ils peuvent agir, aussi produire des nouveaux trucs comme objets physiques, mais pas des nouvelles idées. Ils ne sont pas responsables, ici, dans le sens esthétique, pour le résultat. Et pour ça aussi, il est impossible de décider, regardons de nouvelles, ici. Donc, est-ce que c'est anachroniste ou est-ce que c'est une parodie? Est-ce qu'il y a une raison pourquoi le portrait est si haut dans la toile? Évidemment, il n'y a pas. Il n'y a pas de réponse pour cette question. Et pour ça, je crois que vraiment, ça a l'air d'être stérile. Il y a vraiment le contenu artistique du second ordre qui manque. Ouais, alors j'entends, n'hésitez pas. J'entends bien, voilà, le côté un peu artificiel, aussi aléatoire, et puis toute la question autour. Enfin, c'est pas que l'objet produit final qui compte, mais c'est aussi l'intention qui va derrière et tout le processus de création. On vient un peu à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à l'ours sur la banquise. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans certaines créations assistées ou générées par l'IA générative, on voit aussi certaines personnes où il y a tout un long processus. On voit des fois des exemples où il y a 100, 200 itérations de prompt, vraiment ces indications. Et il y avait vraiment une recherche de l'image qui va au-delà du côté purement... Voilà, si j'essaie de faire la défense de l'autre côté. Donc dans ce cas-là, pour une personne qui va faire tout ce processus, ce serait difficile, selon vos critères, de dire que c'est pas de l'art. Oui, ça c'est intéressant. Et pour ça, je dirais que bien que je sois très stricte de dire que l'art comme Edmond Bellamy, où c'est vraiment le programme qui le fait,
Et le rôle de l'humain, c'est seulement choisir le résultat à la fin. Je dirais que non, ça, c'est pas de l'art, mais il y a de l'art prompt généré. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que la différence? Je crois que Boris Eldagsen dit par exemple, j'ai fait 50% ou 70% du process créatif. Mais moi, je crois que ce n'est pas la quantité qui compte vraiment. Et comment est-ce qu'on veut dire que c'est 20% ou 50%? Je trouve que ce n'est pas vraiment empirique. C'est une hypothèse. Et en plus, il y a des artistes comme Sol Levitt, qui est un artiste conceptuel. Et je crois qu'il y a des semblances. Pourquoi? Parce qu'il a fait des descriptions de ses œuvres d'art. Pour lui, ça, c'est l'idée. Et finalement, réaliser la peinture de ces descriptions, ça, c'était des gens qui l'ont fait, pas même des assistants, des gens normaux. Donc, je pense que ça, c'est son idée, que l'idée est ce qui compte, mais il voulait explorer combien est-ce qu'il peut laisser à d'autres personnes. Et c'est intéressant parce qu'il compare l'idée à une machine. Et je pense que ça, c'est vrai. Pourquoi? Parce que un algorithme, c'est vraiment seulement une description, disons, formulée dans un sens mathématique, disons. Et pour ça, on peut le faire automatique. Et là, on peut voir que c'est avoir l'idée qui est dans le processus artistique décisif, mais pas la réaliser. Pour ça, disons, c'est l'algorithme, on peut le réaliser par une machine finalement, pour Sol Levitt. Et combien de pourcents partage-t-il là, parce qu'il a l'idée et l'autre fond la réalisation? Pour ça, je pense que cette question n'a pas beaucoup de sens. Dans un sens, moi, je dirais c'est 100% sa créativité parce que c'était son idée. Pour ça, je crois que seulement être, disons, formuler des prompts n'est pas forcément, nécessairement le truc ou de la création artistique, c'est l'idée que je veux exprimer. Quand même, pour ça, je pense qu'il est important de regarder exactement au prompt pour savoir est-ce que c'est l'idée. Et finalement, quand même, je crois, le plus on est impressionné du résultat visuel, le moins probablement est l'idée qui est décisive dans ce cas. Par exemple, je crois ici, il est vraiment impressionnant. On a des prompts très, très basales, seulement Cherry Blossom Never Lake Snowing. Pour ça, je dirais non, c'est pas artistique, pas une idée super géniale, et plutôt, et en plus, c'est du contenu du premier ordre. Ça, c'est, disons, le truc physique, la réalisation de la peinture qui compte, mais pas vraiment l'idée. Donc, je crois que ici, c'est l'exemple. On est impressionné par le résultat visuel parce qu'on n'a pas prévu comment ça peut se développer. Et c'est, disons, c'est nouveau dans un certain sens et c'est bien fait dans un certain sens. Mais quand même, je dirais que ça, c'est par de l'art. Mais dans l'art ou avec l'art prompt généré, on doit décider de cas en cas. Donc, je ne veux pas exclure ça simplement du... Je profite, petit crochet par Internet. On a une question d'Internet qui vous dit « Bonjour, est-ce qu'une œuvre sans artiste réel peut être appelée œuvre d'art ?» Donc, je pense par l'idée d'artiste réel, on parle d'artiste humain. Oui, d'accord. J'imagine. D'accord. Moi, je ne dirais pas. Pourquoi pas? C'est intéressant parce que dans mon travail sur l'art généré par intelligence artificielle, j'ai aussi questionné quelques positions, par exemple, sur l'auteur que j'avais avant. Roland Barthes, il a dit l'auteur est mort.
Et pour beaucoup des gens dans les sciences, disons, culturelles, littéraires ou quoi, c'était, je crois, state of the art. Mais maintenant, pour moi, j'ai réalisé de plus en plus qu'une œuvre d'art n'est pas déterminée dans le statut d'être une œuvre d'art, même dans les properties, les propriétés, je pense. Les propriétés artistiques. Et on peut montrer ça aussi avec les expériments, Gedankenexperimente, oh mon Dieu. Les expériences de pensée? Oui, c'est ça, exactement, les expériments de pensée. Et un tel expériment était formulé par Borges, l'écrivain argentin. Et il a écrit une nouvelle qui s'appelle Pierre Ménard, auteur d'El Quijote. Et donc, l'idée est qu'il y a un auteur français à l'époque contemporaine de Borges qui a écrit une œuvre d'art. C'était Don Quijote de la Mancha, como Cervantes. Et cette œuvre était mot par mot identique avec l'original. Mais il ne voulait pas seulement faire une copie de cette œuvre, mais il voulait faire une nouvelle œuvre d'art qui est constituée des mêmes mots. Et ça, c'est possible. Pourquoi? Parce que les propriétés esthétiques changent. Pourquoi? Avec l'auteur. Par exemple, Pierre Ménard, il a une vue d'un étranger à l'Espagne. Plutôt, l'Espagne est différente parce qu'il y avait des changements politiques et aussi esthétiques. Par exemple, l'opéra Carmen existe à l'époque de Ménard, mais il n'existait pas à l'époque de Cervantes. Le langage est anachronistique dans le cas de Ménard, mais bien sûr, ce n'était pas le cas pour Cervantes. Cervantes, il voulait traiter l'enthousiasme pour les nouvelles des ritter, des knights, des chevaliers, oui. Pardon, merci beaucoup. Des chevaliers. Et ça, ce n'était pas le cas pour Ménard. Et la personne qui compte, le conteur, le raconteur de la nouvelle, il dit qu'il trouve l'œuvre de Ménard beaucoup plus subtile que l'œuvre de Cervantes, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles dimensions. Donc, ce qu'on peut voir est que le même œuvre d'art, physiquement, dans ses manifestations, les mêmes mots, la même grammatique, tout simplement identique, mais tout œuvre d'art, tout différent, avec des qualités esthétiques tout différentes. Et moi, je crois que Borges voulait montrer qu'il est nécessaire d'avoir un auteur pour définir si c'est une œuvre d'art et pour définir quelle propriété esthétique, quelle qualité esthétique ça, finalement. Donc ça a vraiment changé mon point de vue sur cette question de l'auteur. Donc, pour ça. J'espère que j'ai répondu. Oui, on va demander à la personne en ligne si elle est satisfaite, mais c'est toujours plus difficile parce que avec les personnes ici, je peux demander. Exactement. On laissera réagir si les choses sont pas claires ou si elle veut plus de précision. Alors, je vous laisse, je vous apporte le petit micro, comme ça, on vous entendra bien dans la salle. J'ai une petite question. Vas-y, c'est bon, vas-y. J'ai une petite question. Vous parlez d'idées, de concepts, mais que passe-là l'émotion là-dedans? Moi, je pense à Guernica, par exemple. Qu'on comprenne l'art ou qu'on ne comprenne pas, ça engendre une émotion à la personne qui la regarde. Est-ce que si, parce que là, c'est basique, hein, ces images-là, elles sont jolies, mais est-ce qu'on arrive à intégrer l'émotion quand on essaie de générer une œuvre d'art? Merci, c'est une très bonne question et vraiment, je suis heureuse parce que ça, vous pouvez voir que j'ai aussi écrit un livre sur l'intelligence artificielle et l'empathie. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de connexions entre les sujets que je traite. Qu'est-ce que je pense? D'abord, il est clair que les systèmes artificiels n'ont pas des émotions jusqu'à ce moment et pour des raisons semblables à l'avant. Je pense qu'avec
les moyens d'une machine de Turing, on ne va pas réaliser des émotions, des vraies émotions. Qu'est-ce que je pense sont des vraies émotions? Des émotions qui ont une qualité sensible. Avoir de la peine, je suis désolée. Je suis arrivée hier. Il n'y a pas de souci. C'est toujours difficile d'immerser dans le français de nouveau. Quand même. Donc, ils ne sentent pas des émotions, mais ils peuvent simuler des émotions, ils peuvent montrer des réactions qui ressemblent à des gens qui ont des émotions. Par exemple, dans l'année 2022, il y avait un mec qui s'appelait Greg Lemoine. Il travaillait pour Google et il a travaillé avec un Large Language Model. Et ce modèle, il y a d'autres exemples, lui disait « Je t'aime, j'ai peur d'être éliminé » et tout ça. Donc, ils peuvent réagir ou simuler des émotions très vraisemblablement. Pourquoi? Pas parce qu'ils ont des émotions, mais parce qu'ils sont traînés des dates qui, bien sûr, expriment les émotions humaines. Et donc, oui, je crois qu'ils peuvent simuler des émotions et ça, c'est le problème. Donc, ils ne peuvent pas avoir ou exprimer des vraies émotions, mais ils peuvent simuler les émotions. Et donc, ça, pour cette raison, moi, je pense que c'est fake art, de l'art ou des œuvres qui apparaissent comme d'œuvres d'art, mais ne sont pas des œuvres d'art. Et pour moi, c'est un problème parce que je pense que dans l'art, on s'intéresse beaucoup de fois pour une personne, pour la personne qui a créé l'art. On sait bien sûr que on ne peut pas simplement identifier, disons, la personne empirique avec la personne qui se manifeste dans l'œuvre d'art. Par exemple, moi, j'adore beaucoup Rembrandt parce que je crois qu'il exprime une vision très, 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 très humaniste dans beaucoup des peintures ou des gravures. Gravures, ouais. D'accord. Par exemple, il y a une petite gravure dans laquelle je parle aussi dans mon livre qui s'appelle « Femme sur un Erdhügel ». Armin Erdhügel, weißt du das? Sur une colline, oui. Et c'est très sympa, cette petite gravure, parce que je pense que c'est une femme toute normale, avec un corps tout normal, pas toute belle, mais dans un sens sympa et belle. Et pour beaucoup de temps, les théoriques d'art étaient très critiques. Ils disaient que cette femme, elle est mèche. Et je pense que ce n'était pas le point de vue de Rembrandt. Il nous présente d'une vue très, très, disons, et pourquoi il nous confronte avec des bias. Des biais. Des biais, oui, c'est ça. Et je crois que le vrai Rembrandt, il avait bien sûr aussi des côtés moins sympathiques. Comme il traitait Geertje Dirks, par exemple, ce n'était pas tout à fait empathique. Mais je crois que dans cette petite gravure, il y a un point de vue très, très empathique et que c'est un plaisir esthétique de rencontrer cette personne qui a ce point de vue affectif, bien sûr. Et je pense que pour ça, l'art qui seulement simule, disons l'art ou les œuvres des intelligences artificielles seulement simulent au mieux un tel point de vue. Et pour ça, pour moi, c'est fake art, disons faux art.
Mais après, si je réagis directement, je vais de nous continuer à faire un peu l'avocat du diable aussi pour qu'on voit un peu des deux côtés. Beaucoup d'œuvres avec lesquelles on interagit, que ce soit en roman, en film, en morceaux de la musique, souvent on réagit parce que ça remue un certain nombre de choses en soi, même si on ne connaît pas le contexte, même si on ne connaît rien de l'auteur, de pourquoi il l'a écrit, composé, réalisé. On réagit par rapport à ça. Et dans ce sens-là, est-ce que, dans certains cas, Guernica, c'est un exemple assez fort, assez clair. En effet, l'œuvre a une dimension beaucoup plus profonde, mais dans beaucoup d'autres cas, c'est une grande majorité, peut-être, de notre relation à l'art. C'est vrai que c'est l'œuvre elle-même qui va faire un certain nombre de choses en nous faire réagir, rebondir par rapport à ça, non ? Oui, c'est vrai. Moi, je pense que Guernica est un bon exemple parce que si on ne connaît pas le contexte, je crois qu'on manque quelque chose de très, très important pour comprendre et interagir avec cette œuvre d'art. Mais ce que je tire de votre question est est-ce que ce n'est pas seulement l'expérience esthétique qui compte? Et disons, c'est pas du tout important. Oh, je suis désolée. La source ou la cause qui a, disons, fait ça. Et je crois que oui, ça peut être vrai, mais c'est-à-dire que nous traitons des œuvres comme aussi les beautés de la nature. Bien sûr, disons, un beau lever ou coucher du soleil, c'est évidemment très, très beau. Mais quand même, je crois que dans cette manière-là, on traite vraiment des œuvres pas comme d'œuvres d'art, mais comme, par exemple, des faits de la nature. Simplement, disons, regardons au plaisir que ça nous fait. Mais comme je dis, le contenu du second ordre, c'est important pour une œuvre d'art. C'est vraiment qu'on ne pense pas à ça dans ces moments. Oui, alors je vous laisse prendre le micro, vous passez le micro. Essayez de parler un peu près à notre micro. Bonjour, justement pour un peu discuter sur votre façon de voir l'intelligence artificielle, est-ce que l'intelligence artificielle, c'est une création humaine? Donc, comme le peintre utilise de la peinture pour aller mettre en lumière des idées, des émotions, est-ce que l'intelligence artificielle, qui est une création humaine, ce ne serait pas aussi un vecteur pour justement diffuser des idées? Parce qu'aujourd'hui, on sait que notre société est très impactée par l'univers de la science-fiction. On voit Elon Musk qui fait de l'art, quand on voit une voiture dans l'espace, voilà, ça peut être critiquable, l'art est critiquable, mais si on se tourne, par exemple, sur des films comme Dune, où on a une autre perception de l'humanité, et où justement on n'est pas en lutte contre l'intelligence artificielle, on se sert de l'intelligence artificielle pour justement explorer de nouvelles possibilités, pour peut-être découvrir d'autres moyens de communiquer et se libérer du temps aussi pour tous les processus créatifs qui sont des fois laborieux, pour aller peut-être un peu plus vite. Oui, d'accord. Merci beaucoup pour cette question. Je pense qu'il y a une différence profonde entre l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le sens génératif, pas comme assistant, et des instruments artistiques, tools, c'est instrument, vrai? Oui, d'accord. Des outils, exactement. Comme le pinceau? Le pinceau. Merci. Merci. Comme le pinceau. Pourquoi ça? Parce que je crois que l'intelligence artificielle a des qualités agentielles, comme je dis. C'est-à-dire, c'est un agent. Pourquoi? Parce que même si c'est programmé, on ne sait pas le résultat dans une certaine situation. Il y a aussi déjà des exemples plus
simples qui n'utilisent pas beaucoup de l'intelligence artificielle. Par exemple, les programmes d'échecs. Ouais. Les programmes sont programmés, mais même les programmeurs, ni les gens qui utilisent ces programmes, savent exactement comment le programme va réagir dans certaines situations. Et je crois que c'est part du succès et du point de ces programmes. Les programmes jouent beaucoup mieux que même les programmeurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas vaincre un maître d'échecs. Donc, pour ça, je crois qu'on peut dire que c'est des agents. Mais des agents qui ne portent pas de responsabilité pour le résultat. Parce que, dans un sens, ce n'était pas une décision consciente, réfléchie. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Et pour ça, je crois que ce n'est pas seulement un outil, mais c'est un acteur, mais c'est quand même pas un sujet. Donc, il y a une position intermédiaire qui permet de faire des choses intéressantes. Et pour ça, je crois que c'est part du succès de l'intelligence artificielle qui peut produire des résultats nouveaux, intéressants, tout ça. Et en même temps, je crois que pour ça, pas seulement un moyen de s'exprimer, pas simplement, disons, comme un pinceau. Pourquoi? Parce qu'avec un pinceau, quand même, c'est l'artiste qui prend les décisions esthétiques ou artistiques, largement, disons. Et ce n'est pas le cas avec l'intelligence artificielle. Donc, je crois que pour cette raison, il y a une différence, j'ai dit déjà, profonde entre l'outil et l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on peut faire de l'art plus rapide? J'ai une amie qui m'a dit « Ah, c'est super, je voulais toujours écrire une nouvelle, mais d'écrire le paysage, je trouve c'est ennuyant. Pour ça, je vais faire l'intelligence artificielle, faire les descriptions du paysage. » Et moi, je pense que elle n'a pas vraiment compris ce qu'est l'art. Parce que je pense que pour une œuvre littéraire, il est important tout détail, le paysage et tout ça. Par exemple, souvent le paysage, c'est le miroir des émotions, des sujets, où joue un certain rôle. Pour ça, je crois qu'on ne peut pas automatiser les descriptions du paysage pour une œuvre littéraire. Et pour ça, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités, mais on doit se rendre compte qu'il y a aussi des pratiques qui sont menacées par ça. Des pratiques comme les pratiques artistiques, les pratiques comme des pratiques qui involuent des émotions. Là, je pense que ça, c'est des domaines où je pense que dans ce domaine, cela ne fait pas beaucoup de sens. Maintenant, ce que je trouve intéressant est qu'il y a beaucoup de recherches sur l'intelligence artificielle aussi, ou aussi beaucoup de logiciels dans ce domaine. Et la question est pourquoi? Et je crois qu'il y a 3 raisons, basiquement. Et l'une raison est qu'il y a beaucoup de dates dans ce domaine, des dates humaines. Il y a beaucoup d'œuvres d'art. Quand vous dites des dates, en français, je crois qu'on dit des données. Des données. Parce merci, que les dates, c'est plutôt jour de l'année. Ouais, des données. Pardon de vous interrompre. Merci beaucoup. Non, c'est super. Je veux rester compréhensible. Merci. Donc, si vous ne comprenez pas, dites-moi, parce que des fois, c'est peut-être seulement le langage. Merci. Donc, exactement. Il y a beaucoup de données dans ce domaine, par exemple, parce qu'il y a beaucoup des œuvres d'art qui sont dans l'Internet. Il y a beaucoup des interactions sociales qui sont dans l'Internet et qui sont utilisées dans ces programmes.
sans demander les artistes. Par exemple, pour ça, quelques artistes sont vraiment ennuyés parce que tout à fait, il est très facile de créer des peintures ou quoi dans leur style. Donc, il y a des données. Seconde raison, c'est parce que les humains nous avons une tendance forte de l'anthropomorphisation. Donc, nous avons la tendance d'interpréter des objets qui se comportent, disons, dans un certain sens, comme des sujets, de les traiter comme des sujets. Donc, l'anthropomorphisation. Et ça se montre déjà dans les logiciels qui étaient, disons, dans les années 60 du XXe siècle. Par exemple, il y avait ELISA, un programme de psychothérapie, mais ça serait super simple. Il demandait seulement des mots-clés. Donc, si je disais « Oh, je suis triste », dans la réponse « Pourquoi est-ce que tu es triste ?»« Ah, j'ai problème avec mon père. » Parce que... Et le programme demandait « Ah, raconte-moi plus de ton père. » Donc, c'est très simple. Mais évidemment, il y avait beaucoup de gens qui se sentaient bien compris dans de telles situations par ce programme simple. Donc, anthropomorphisation. Et la troisième raison, et je pense que c'est pour les programmeurs ou programmateurs. Programmeurs. Programmateur. Programmeur. Parce que je crois que l'intelligence artificielle était dès ses racines un programme très philosophique, parce que ce n'était pas de trouver la solution pour les problèmes pratiques. Non, c'était de créer une intelligence qui est comme l'intelligence humaine. Et je crois que ça, c'est un programme vraiment philosophique. Pour cette raison, c'était toujours intéressant pour les programmeurs de se concentrer sur des capacités dites exclusivement humaines, les émotions, l'art, l'interaction sociale. Donc, pour cette très raison, je crois qu'on a beaucoup de programmes sur ce champ-là. Et je me demande des fois où sont les programmes qui vraiment portent la solution pour la crise climatique, par exemple. Je crois que l'intelligence artificielle peut jouer un rôle là-dedans, mais je crois que le rôle est jusqu'à maintenant beaucoup plus petit que le potentiel, et pour ces trois raisons, je crois. Ouais, je vous laisse. Alors, j'essaie de vous apporter le micro. La seule chose en tant qu'être humain qui nous fait plaisir, c'est la création et l'expression de nos sentiments. C'est en effet faire un peu la vue. Pourquoi on a créé l'intelligence artificielle? Moi, je préfère avoir l'intelligence artificielle et LLM qui me font automatiquement mes présentations PowerPoint ou une analyse des données sur Excel Sheet, plutôt que de me mettre à leur dire, généralement un tableau, j'aurais du plaisir à faire moi-même. Et qu'est-ce que vous pensez justement, maintenant ça circule partout sur Internet, le fait justement qu'on dise qu'on a créé toute cette technologie pour nous enlever le travail qui est boring et ennuyeux, et puis finalement maintenant on a accessible, tout le monde peut faire de l'art génératif, alors que les vrais problèmes qui nous ennuient et qui nous enchaînent à un travail qui est ennuyeux, on n'a toujours pas. Oui. Yeah, merci beaucoup. Je crois que c'est vraiment une observation très importante, parce que c'est aussi une raison qui fait l'intelligence différente d'autres, disons, formes d'automatisation qui étaient beaucoup plus dans les champs que vous avez décrits.
Mais je crois que exactement maintenant, on est au point où l'intelligence artificielle justement fait les choses qu'on aime faire moi-même. Par exemple, j'aime beaucoup écrire des livres. Ça me fait beaucoup de plaisir et je pense que j'apprends des choses. Pourquoi? Parce que quand je suis forcée d'écrire, il faut aussi penser plus profondément. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui viennent seulement quand j'écris, en temps d'écrire. C'est « Oh, moment, c'était trop simple. Il faut que je pense de nouveau de ça. » Donc, je crois que ça devient aussi plus profond de ma propre pensée. Et ça, je crois que c'est un danger de perdre juste, c'est là, exactement. Et disons, je crois que c'est la même chose avec la création artistique, que de sa nature, c'est pas vite et simple, mais c'est, disons, pensant beaucoup de fois et aussi souffrir des échecs, des fois. Disons, pensant que non, ça marche pas comme ça. Il faut que je pense autrement ou m'approche autrement du problème. Et ça, c'est différent des nouveaux, de cette forme d'automatisation en contraste des formes d'automatisation qu'il y avait dans le passé. Dans le passé, oui. Des fois, c'est tout simple, des expressions tout simples qui me manquent. Et c'est pas seulement, par exemple, l'art, mais disons des vagues d'automatisation avant, normalement, ont fonctionné comme ça. On a automatisé quelque chose et après, il y avait plus de gens qui étaient là pour travailler dans d'autres champs. Par exemple, le champ de soins, des relations sociales, d'éducation, la science, des autres champs. Et en ce moment, on voit que l'intelligence artificielle progresse surtout dans ces champs-là, le champ social. Par exemple, dans mon livre sur l'empathie, je travaille aussi des robots de soins qui s'occupent des gens âgés et des trucs comme ça dans l'éducation, c'est-à-dire aux sciences, bien sûr. ChatGPT, tout ça est aussi utilisé dans les sciences. Donc, je crois que ça, c'est le danger. Et beaucoup de fois, j'entends que c'est super. La technologie fait les choses ennuyantes et nous avons le temps pour faire des choses créatives, super. Mais quelle chose reste finalement si l'intelligence artificielle fait de l'art, s'occupe des gens et tout ça, fonctionne comme des amis. Il y a aussi dans mon livre Replica une application qui crée des amis artificiels. Comme partenaire, il y a des robots pour l'amour et le sexe, bien sûr, et tout ça. Donc, pour moi, c'est une question, je ne suis pas contre l'intelligence artificielle, mais pour diriger l'innovation dans les champs où on veut les avoir. Moi, je veux les avoir, par exemple, pour lutter la crise climatique. Là, je crois qu'il y a beaucoup de sens d'utiliser de l'intelligence artificielle. Moi, j'ai une petite question par rapport justement au futur de tout ce que ça va devenir. C'est-à-dire, en termes de mythes, on a des artistes, on peut chacun se raccrocher à tel et tel tableau, tel et tel film, tel et tel réalisateur. Par exemple, bientôt, j'imagine qu'on va pouvoir, en rentrant du boulot, se dire, moi j'ai envie de voir Star Wars, mais réalisé par Wes Anderson, avec moi-même comme acteur principal, avec 3 scènes porno, et puis voilà. Donc forcément, chacun va avoir son... Enfin, on va plus avoir de mythes partagés, finalement, parce que ce que je vais pouvoir créer, l'autre va pouvoir le faire à sa sauce, mais après, on va plus avoir quelque chose de commun, finalement, à se rattacher. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Merci beaucoup. Je pense que
bien sûr, ça ne soit pas de l'art, probablement, le film Star Wars que vous avez décrit. Mais je crois quand même il y a un problème dans le champ d'art parce que je pense que l'art est aussi important. Pour moi, c'est une forme de se rendre compte des questions anthropologiques, sociales, éthiques, par exemple. Et je crois que c'est important que c'est d'une manière publique. Quand on discute les œuvres d'art, on peut les trouver méchants ou disons aussi dans le sens immoral, mais je pense que quand même la discussion, ça c'est important, la discussion sur une œuvre partagée, donc publique. Et pour ça, si tout l'art serait, disons, ou si on s'occupait seulement de ce manière super individuelle ou même peut-être, je dis ça, solipsistique, je crois que bien sûr ça ne veut pas marcher. Et pour moi, tous les problèmes se peut décrire comme un problème, disons, de la pratique de l'art. Par exemple, il y avait plusieurs auteurs qui ont fait une diagnose de la fin de l'art par rapport aux différentes, disons, raisons. Le premier, c'était Hegel, qui pensait que tous ces problèmes, disons, anthropologiques, éthiques, tout ça, la philosophie va s'occuper de ça à ce point. Pourquoi? Parce qu'il avait la seule vraie philosophie et qu'il a solutionné tous ces problèmes. Évidemment, c'était faux parce qu'il y a toujours une philosophie et beaucoup de philosophes, la majorité vraiment, qui ne sont pas d'accord avec Hegel. Donc, je crois que c'est aussi une raison pour dire que la manière de l'art de s'occuper de ces questions aussi n'est pas à la fin. Donc, je pense que Hegel était faux dans ce respect-là. Et je pense pourquoi? Parce que aussi l'art a des mesures de s'occuper de ces questions que la philosophie n'a pas. Par exemple, l'émotionnel, mais pas forcément. Aussi plus expérimental et tout ça. Donc, je crois que Hegel était faux. Il n'y a pas, c'est pas le cas que la philosophie s'est mis à la place de l'art. Donc, le deuxième que je discute dans mon livre, c'est Arthur Danto. Et c'est un philosophe de l'art américain qui était très impressionné par les travaux de Warhol, les ready-mades. Il pensait, maintenant, tout peut devenir de l'art, tout objet. Et pour ça, c'est la fin de l'art. Donc, la philosophie peut seulement réaliser ou élaborer une définition. Pourquoi? Maintenant, parce que la philosophie peut donner la définition seulement à la fin de l'art. Parce que là, on a toutes les données. Oui. Les données, c'est juste. Mais moi, je dis que Danto, il était faux aussi parce que à l'époque, on avait des objets quotidiens qu'on ne pouvait plus distinguer des œuvres d'art. Mais maintenant, l'intelligence artificielle a renversé la situation. Maintenant, on a des trucs qu'on ne peut pas distinguer des œuvres d'art, qui ne sont pas d'œuvres d'art, mais fake art. Et pour ça que je crois que Danto n'avait pas réalisé la fin de l'art quand même, parce qu'il y a des nouvelles formes qu'il n'avait pas prévues. Mais en même temps, la fin de l'art est une menace de nouveau. Pourquoi? Je pense que c'est une menace pour la pratique. Pourquoi pour la pratique? Parce que je pense que tout le monde peut faire de l'art dans sa petite chambre, comme avant. C'est possible, bien sûr, mais la pratique de l'art, elle est plus sociale. Elle est faire des expositions, elle est donner des prix. Il y a des concours et tout ça. Et je crois que ça, c'est la part publique. Donc, et je crois que cette part publique, elle est menacée. Donc, et
j'espère, c'est un peu plus vaste que la question, mais quand même, j'espère qu'avoir illuminé la question aussi. Ouais, je vous laisse vous passer le micro parmi. Merci. Bonjour. Il y a plusieurs points. Alors pour moi, oui, tout le monde peut faire entre guillemets de l'art chez soi, mais pas tout le monde est artiste. Et justement, le fait de prendre un mot yogourt bon, bleu, et de mélanger tout ça et d'ensuite d'avoir ce résultat qui sera là, complètement aléatoire. Un artiste, il y a tout un cheminement, il y a toute une vie. C'est comme vous parlez de cet ami qui veut prendre l'intelligence artificielle pour décrire un paysage. Mais derrière une œuvre, il y a un artiste, il y a une vie, il y a un engagement, il y a du travail, il y a un savoir-faire, il y a une réflexion. Et là, ok, bon, ben voilà, on va voir une image, un résultat, mais pour moi, il est vide. Il est complètement vide. Il n'y a pas toute la substance de tout cet investissement, de tout. Oui, un artiste, il va donner sa vie, il est là-dedans. Il a une réflexion, il a un cheminement. Là, on appuie sur des touches, ok, il y a une image qui arrive, et puis quoi. Pour moi, c'est pas de l'art. Utiliser tous les matériaux informatiques et tout, ça, oui, je dirais oui. Mais juste mettre 3 mots et puis avoir une œuvre qui est là, je vois pas trop d'intérêt. Oui, on perd tout ce qu'il y a, ce que vous disiez, et là, ça me dérange. Parce que pas tout le monde est artiste. D'accord. D'abord, je crois que je partage votre expérience et je dirais ce que vous appelez vide, j'appelle stérile. Pour moi, ces œuvres sont stériles parce que exactement, il manque ce que vous décriviez. Et bien sûr, il y a beaucoup des artistes qui pensaient que tout le monde est artiste. Et je crois que c'est vrai dans un sens, mais pas à cause des générateurs des images, mais à cause de la capacité de créer des œuvres. Peut-être pas des œuvres super bonnes, mais des œuvres, et disons... et pas tout le monde est un bon artiste quand même. Donc, je suis aussi d'accord. J'ai aussi, je ne sais pas si c'était peut-être super sensible, mais écouter quelque chose qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle dans l'advertisement. Dans le marketing, la publicité. La publicité, exactement. Et là, c'est vrai. Mais quand même, des fois, je pense que c'est dommage pour deux raisons. L'une raison est qu'il y a beaucoup des artistes qui font leur vie avec du travail comme dans la publicité, par exemple, avant qu'il ait le succès financier aussi. Et de l'autre côté, je pense qu'il y avait la publicité bonne, intéressante, même esthétique, peut-être des œuvres d'art, disons, quotidien aussi. Et c'était un plaisir des fois de regarder des formes de publicité intelligentes. Et je trouve ça dommage que ça va peut-être verschwinden. Verschwinden? Verschwinden? Disparaître. Ah, merci, c'est les limites de mon allemand. Mais dites-moi si je ne suis compréhensible plus parce que... Prenez seulement le micro et parlez près du micro. Ouais. Il y a encore une question pour moi qui est un peu, je ne sais pas comment dire, pas tout le monde a aussi l'honnêteté de dire que peut-être cette œuvre qui va être là a été faite par l'intelligence artificielle. Et ça, pour moi, c'est un très gros problème. D'accord. Je vais juste vous dire une chose. J'étais dans une réunion d'amis et plusieurs personnes devaient faire des offres d'emploi. Et elles ont tapé les mots et faire leur CV avec l'intelligence artificielle. Après, on ne saura plus qui est
vraiment là? Quelle est la vérité de qui est quoi, où est tout, qui est la personne, qui fait quoi? Je trouve qu'on se perd. Et ça me dérange. Oui, je comprends très bien. Et pour moi, c'est aussi c'est justement la menace pour la pratique. C'est bien sûr d'un côté la manque de l'honnêteté, disons intentionnelle, mais aussi par exemple la diffusion. Par exemple, il y avait des recherches de Google des œuvres de Vermeer et de Hopper. Et les résultats premiers, c'était des œuvres créées par l'intelligence artificielle, donc pas les originaux. Là, c'est peut-être pas intentionnel. Il y avait aussi des artistes contemporains qui vraiment se plaignent parce qu'ils disent « mon style est adapté, utilisé » et qui ont aussi utilisé leur art dans les jeux numériques. Et donc, ça, c'est vraiment une menace pour leur vie, là. Et bien sûr, aussi, c'est disons, une capture de leur personnalité, parce que c'est vraiment, c'est à peu près, c'est indistinguable. Et ils disent qu'il y a pas un ou deux ou trois œuvres comme avant, ou peut-être 20, comme dans le cas de Vermeer et Vermeer à l'époque, au début du XXe siècle. Mais il y a des millions, des œuvres illimitées dans ton style. Donc, c'est une dimension beaucoup plus vaste. Et je crois que ça, c'est la menace pour la pratique. Comme j'ai dit, parce que tout le monde peut le faire dans sa chambre, bien sûr, toujours. Mais donc, que va passer? Je pense qu'une possibilité serait que les gens, les vrais artistes vont chercher des moyens qui ne sont pas simulables de manière numérique. Donc, ça serait ou pourrait être une possibilité que les artistes essayent d'échapper de cette situation dans cette manière, de trouver des manières de créer d'œuvres d'art. Et il y a bien sûr des possibilités, par exemple, les œuvres d'art corporel, body art, body art, l'art corporel, l'art corporel ou les performances avec les personnes qui, même Marina Abramovic par exemple, des trucs comme ça. Ouais, vous venez de parler ça me permet de rebondir, vous venez de parler un peu de ces œuvres à la façon d'eux, où on demande à la machine de reproduire l'œuvre à la façon de telle ou telle personne. Et c'est vrai que ces derniers mois, on a beaucoup aussi entendu parler de ces procès, ces grands procès qui ont lieu, d'artistes qui vont contre ces géants de l'IA et qui disent vous avez nourri ces IA avec mon œuvre à moi, sans me demander la permission, donc sans que j'autorise ces droits. Et puis aujourd'hui, n'importe qui peut reproduire mes œuvres en les modifiant un petit peu. Puis finalement, c'est mon fonds de commerce parce que n'importe qui peut dire fais-moi un dessin avec ça et ça. Et en effet, dans les derniers éléments que j'ai suivis, ces procès sont toujours en cours et puis ça pose des véritables questions sur les questions de droit d'auteur ici. Oui, évidemment, oui, c'est tout clair parce qu'en ce moment, c'est autre chose importante, que c'est vraiment injuste, qu'il y a quelques entreprises qui font beaucoup de plats, ça se dit plat? Non, je crois pas d'argent. Ah, d'argent, oui. D'argent. C'est espagnol, des fois, la plata. La plata, l'argent. de l'argent avec ces modèles sans donner de l'argent aux gens qui vraiment ont fait les données desquelles le système dépend évidemment. Donc, je trouve que ça, c'est très, très important de protéger les auteurs des données, mais aussi, par exemple, ce que font les acteurs en Hollywood. Il y avait la grève, là, à l'époque, disons, il y a, je crois, 2 mois ou 3. Et la raison était qu'il ait peur qu'on peut
utiliser le matériel des acteurs pour créer des nouveaux films, par exemple. Et ils aient peur que finalement... et bien sûr, on peut rejeter ça, mais il y a des forces du marché aussi. Et donc, il faut trouver les règlements, je pense, pour protéger. Et aussi, j'ai parlé récemment à Kassel, qui fait la documenta. C'est pas bon publicité en ce moment-là, mais quand même des gens qui décident sur l'art dans le public, aussi le support public pour l'art. Et je trouve que ça, c'est par exemple important de se rendre compte qu'on ne veut pas ces fake art. Donc, il faut, disons, prendre des mesures, par exemple, dans le support public pour l'art. Donc, je trouve, oui, c'est très important là. N'hésitez pas, si vous avez encore des questions, à prendre peut-être encore une ou deux questions du public avant de terminer. Ouais, je vous laisse prendre... Quand on parle de l'art, on parle d'argent. Il y a le marché, les grands marchés. Donc pour les tableaux, on paye des fortunes. Est-ce qu'il y a déjà les expositions d'abord? Est-ce qu'il y a le marché de l'art fait par l'intelligence artificielle? Est-ce que les gens ont volonté d'acheter ça? Parce que c'est ça qui... Une très bonne question. Donc, le portrait Edmond Bellamy, c'était vendu très cher, évidemment, beaucoup plus cher qu'on a anticipé. Mais je crois que la raison était moins que c'était, disons, une œuvre d'art si super, mais c'était une performance de l'art, vraiment. Disons, tout le truc, le groupe qui a donné ça à Christie's, qui est une maison d'auction très, très connue et sérieux. Et donc, je crois que là, c'était si cher parce que c'était la première performance de l'art. Il y a un marché ou au moins des expositions avec l'art généré, prompt généré de prompt. Je ne sais pas exactement si bien ça marche concernant les prix et tout ça. Ça, je ne sais pas vraiment. Mais je crois que ça dépend de la sophistication. Et dans un sens, je crois que l'art était... Oui, vous avez raison, il y avait un marché avec des œuvres très chères, mais c'était aussi, disons, il y a une marché de fake art qui était là toujours. Par exemple, je pense à Ikea. Il y a des peintures qu'on peut acheter à Ikea, par exemple. Je ne sais pas si ce sont des vraies peintures ou ce sont des reproductions seulement pour la publicité, pour mettre autre chose dans le cadre. Le cadre, oui. Ouais. Mais je sais que beaucoup de gens le misent simplement comme ça dans leur appartement. Mais moi, je disais que ça, c'est fake art aussi. C'était, disons, fake art avant l'intelligence artificielle. Mais jusqu'à ce moment, je crois que, disons, une manière où l'auteur humain est toujours important. Disons, soit que comme performance, soit que comme donneur des prompts qui sont, disons, intéressants, nouveaux, expriment une idée. Donc, à la question que vous avez posée dans votre livre, il faut répondre non. C'est pas la fin de l'art, quand même, avec l'intelligence artificielle. Disons, non. Je dis que ça dépend. Comme on devrait le dire comme bon philosophe, je crois. Et ça dépend, ça veut dire que dans un sens, non. Comme j'ai dit, tout le monde peut faire de l'art dans sa petite chambre, pas de problème. Mais il peut être le fin de la pratique de l'art, comme on le connaît. Ça, oui, ça peut être. Si ça va être vraiment le cas, ça dépend. Je crois qu'il y a des possibilités. Par exemple, si les artistes
utilisent des matériaux ou des formes d'art qui ne sont pas simulables numériquement. Ça, c'était une possibilité. L'autre possibilité peut être que ça serait un moteur de l'art. Pourquoi? Parce que c'était vous qui avez dit, et c'est vrai, que les systèmes utilisent bien sûr des données, beaucoup de données, et ça, c'est-à-dire qu'ils sont dirigés au passé, nécessairement. Et donc, l'idée serait que les artistes créent toujours des nouvelles formes d'art, vraiment. Mais je crois qu'il y a un petit problème là. Pourquoi? Parce que c'était bien sûr aussi le projet de l'avant-garde moderne, oui, dans le XXe siècle. Et ce qui s'est passé est que beaucoup de gens avaient des problèmes. Ils se demandaient toujours, est-ce de l'art ou est-ce pas de l'art? Donc, par exemple, le futurisme, Duchamp, pour ses œuvres, les gens avaient des problèmes initialement, au moins, pour décider si c'est de l'art vraiment. Donc, je crois que ça va faire cette réaction probablement plus, disons, intensive ou quoi. Magnifique. Bon, en tout cas, dans mon avant-dernière question, après on terminera par une toute petite question simple, mais ça rebondit aussi par rapport à ce que vous dites, Catherine, et puis par rapport à la suite. Dans les personnes qui parlent beaucoup de ces générations, ces outils générationnels, certains disent que ça va permettre une espèce de diversité d'autant plus grande, voilà, avec des nouvelles formes qui vont peut-être voir le jour. Puis d'autres sont beaucoup plus, on va dire, prudents, voire critiques, et disent qu'au contraire, ces outils ont besoin d'une grande diversité dans les données, et que de plus en plus, alors c'est peut-être plus visible au niveau de la génération de texte que de la génération d'images, mais aujourd'hui, de plus en plus de choses qui sont produites sur Internet, par exemple, proviennent de ces outils de type ChatGPT. Et donc, plus les choses avancent et moins on a de la diversité. Et certaines personnes parlent aujourd'hui d'entropie, c'est-à-dire la machine qui devient de plus en plus pauvre parce qu'elle se nourrit de plus en plus d'elle-même. Et donc, on a de moins en moins de diversité. Est-ce qu'à votre avis, alors c'est difficile, hein, de nouveau, c'est une question sur comment les choses... Mais c'est une vraie limite à ces outils? Oui, je crois que le moment dont les machines se servirent plus des données créées de manière artificielle. Donc ça, c'est la question vraiment, je pense. Que ça serait... Mais il y a aussi des gens qui pensent que cela va produire du garbage, pas des résultats... Des déchets. Déchets, oui. Que les résultats, si la majorité des données seraient créées déjà des systèmes artificiels, que les résultats n'auraient pas de sens. Donc, je crois que c'est un vrai danger là. La diversité, bien sûr, c'est toujours pas assez aussi grand que la diversité dans les données, je crois. Et ça, c'est un problème de biais. Bias? Ouais, les biais. Les biais, ok, les biais. Bien connus déjà dans l'intelligence artificielle, que c'est pas plus objectif ou plus divers que les hommes vraiment, mais que les biais sont multipliés. Et je crois qu'ils soient moins transparents là. Magnifique. Alors, une petite question pour terminer. Vous avez toujours l'occasion d'aller directement vers Catherine pour... Ah, alors, la dernière, avant que je pose ma dernière, je vous laisse de vous prendre le micro. Oui, je me demandais si donc, toutes ces œuvres d'art générées de façon un peu rapide et aléatoire, si ce n'était pas un pas supplémentaire vers une forme d'industrialisation et qui conférerait à la vraie œuvre d'art ce qu'elle était pendant longtemps, c'est-à-dire quelque chose d'unique, d'irreproductible et avec un caractère un peu sacré, caché. Oui, c'est un motif très intéressant en fait. Je crois que exactement, c'est vrai, c'est une forme d'automatisation de l'art là. C'est intéressant la question si ça dépend de ce que Walter Benjamin appelle l'aura. L'aura? L'aura, ok. L'aura, exactement. Ce sont cette
cet aspect sacral, cette expérience unie de l'unique, du sacral ou quoi. Et pour ça, Walter Benjamin, il était critique déjà de toute forme de l'art reproductible, par exemple la photographie ou le film. Je trouve que c'était trop strict. Pour ça, je pense, il me semble que le film est bien une œuvre d'art, bien qu'on puisse le reproduire, bien sûr, et montrer dans différents endroits au même temps ou à autant différents. Donc, je serais moins stricte et je crois qu'il y a des formes de l'art qui dépendent moins de cette aura. Aussi, prends le livre, c'est aussi bien sûr une forme de reproduction technologique, déjà l'imprimatur. L'imprimerie, ouais, l'imprimerie. Et pour ça, mais quand même, je dirais, il y a une différence. Pourquoi? Parce que dans le sens traditionnel, la reproduction concerne seulement le médium, de mon avis au moins. Et pour ça, prenons une photographie d'une œuvre d'art. Je pense qu'on peut, dans une certaine mesure, quand même faire une expérience semblable à l'original. Un peu moins, disons, on perd aussi quelque chose. Ça, oui. Mais pour moi, c'est comme une traduction. Dans une traduction aussi, on perd certaines choses et un aspect de la valeur de l'œuvre originale. Mais je crois qu'aussi, dans une traduction, qu'on peut aussi expérimenter des aspects importants. Donc, on perd quelque chose, mais il y a aussi assez de l'expérience, disons, esthétique pour dire qu'on peut expérimenter une œuvre d'art aussi dans une certaine mesure, dans une reproduction. Bien sûr, ça serait mieux de voir l'original, mais quand même. Et l'art généré par l'intelligence artificielle, ça c'est différent parce que c'est pas seulement le moyen là, c'est vraiment plutôt l'auteur qui est perdu. Et ça, je pense, c'est autre chose. Donc, je ferai une différence des différentes formes de reproduction, disons reproduction ou production. Pour moi, ça c'est la différence, mais je crois qu'il y a, comme j'ai dit en avant, peut-être on va trouver plus des formes avec une aura dans le sens de Benjamin, parce que ça serait une réaction possible, parce que exactement ces œuvres avec l'aura de l'unique, ça serait pas simulable de forme numérique là. Magnifique. Ben voilà, on n'a clairement pas le temps de tout aborder, de parler de tout, parce que le sujet est vaste et immense. En tout cas, on a, je pense, très bien abordé certaines des questions centrales. Juste pour terminer, avant de terminer, question qui n'a rien à voir, mais quand même, on termine toujours ces cafés philo avec cette question. Catherine, pour vous, les mains des Paquis, c'est quoi? C'est quoi? Merci. C'est une très bonne question. Vraiment, pour moi, quand j'étais à Genève, c'était un petit paradis. C'était pas loin, un paradis dans le quotidien, disons. Et manger ici, se baigner ici, je trouvais ça magnifique. J'adorais ça. Et c'est une seule chose que je suis triste aujourd'hui, qu'on ne peut pas se baigner. Parce que l'idée de parler de la philosophie et se baigner après et manger quelque chose de bon, ça serait, disons, un idéal de disons, union de philosophie et bonne vie. L'eau est juste à côté, à votre disposition. Catherine, merci beaucoup. Merci à vous, c'était des questions super.
Voilà, un grand merci à vous, un grand merci aussi à Jeff qui est assis tout au fond derrière les caméras, notre génie artiste du son et de l'image, et ça sans intelligence artificielle derrière, voilà. Absolument. Un grand merci aussi au Ban des Paquis, à toute l'équipe du groupe Culture des Paquis. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui participent à ces cafés philo, de près ou de loin. Si ça vous intéresse en partant, vous pouvez prendre un petit flyer. On a les prochaines dates des cafés philo. La prochaine, ce sera dans le cadre du festival Histoire et Cité. Ce sera en avril. Tous les détails ici, tous les détails aussi en ligne. Et puis la deuxième partie de l'année, à partir de l'après-été, viendra plus tard. On est en pleine programmation. Un très bon dimanche et voilà, à tout bientôt. Merci.